temps déjà. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Génération Méditerranée, l'hebdo. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La phrase incendiaire de Jacques Chirac n'est pas restée lettre morte pour l'Université de Corse, en pointe dans la lutte contre les feux de forêt en Méditerranée et bien au-delà. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille Jean-Louis Rossi. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Corse, expert à l'UNDRR. C'est en fait le Bureau des Nations Unies, excusez du peu, pour la réduction des risques de catastrophes pour les régions Europe et Asie centrale. Vous êtes plus qu'engagé dans le projet Goliath, porté par l'université et dont nous parlerons tout au long de l'émission. Mais avant cela, Jean-Louis Ross, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous? Je pense, en fait, si je devais mettre quelque chose en avant, c'est ma position, comment j'envisage ma position dans la société, avec en tête le fait que l'individu, chaque action de l'individu a un impact sur le commun, le désir de transmettre ce qu'ont fait nos anciens et le désir d'apporter quelque chose au commun. Voilà, le commun en toute chose. C'est un peu de la philosophie du projet Goliath? C'est exactement la philosophie du projet Goliath. Oui. Voilà, alors ce projet Goliath pour groupement d'outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous propose d'y répondre en images. En Corse, la nature brûle trop souvent. Moi, pompier, je me bats toute l'année. Et j'ai besoin d'outils innovants et adaptés. Plusieurs partenaires se sont mobilisés autour d'un même projet. Goliath est né. Ensemble, nous améliorons les connaissances sur le comportement des feux. Nous développons des outils de lutte incendie. Nous sensibilisons tout le monde à cette problématique majeure qui nous concerne tous. Voilà, un clip réalisé par Elsa Faragut et Valentine Sbrillo, alors étudiante à l'IUT de Corse. Et toute une équipe derrière. J'encourage d'ailleurs nos téléspectateurs à aller voir ce clip très très bien fait. En quelques phrases, tout est dit. Vous allez les commenter si vous le voulez bien. Une demande qui émane du terrain, des opérationnels, c'est peut-être le plus important, c'est le point de départ. Exactement, parce qu'en fait, en règle générale, la recherche académique a un système qui est inverse, c'est-à-dire qu'on développe des choses dans nos labos, derrière nos écrans, et on va voir les opérationnels ou les décideurs en leur disant, ben, là on a sur la table des outils ou des méthodes qui pourraient vous être utiles. Pour le projet Goliath, encore, c'est monté de la base. C'est-à-dire, comme on avait des relations particulières, c'est peut-être le fait d'être une île avec très peu de monde sur cette île et des relations humaines très importantes. Oui. Et en fait, les opérationnels nous ont dit, bon, nous, on a un nouveau contexte et on a des problèmes, on aimerait bien que vous nous apportiez des solutions. Voici nos besoins et nous, on a regardé ce qu'on pouvait amener. Un projet transversal, pluridisciplinaire. Le feu de forêt ne concerne pas uniquement les sciences de l'environnement. Ça va bien au-delà. Exactement, c'est l'un des points forts, et à l'époque, ce n'était pas si évident que ça, de prendre en compte aussi l'aspect sciences humaines. C'est-à-dire qu'un feu, effectivement, ça peut être étudié comme une dynamique de feu avec des modèles mathématiques, physiques et ainsi de suite. Mais derrière, en règle générale, il y a l'humain. Il y a l'humain, on le verra par la suite certainement. C'est-à-dire comment on envisage ce risque feu, comment on l'appréhende, et puis pourquoi il y a des feux plus à certains endroits que dans d'autres. Bien sûr, et enfin, c'est l'université qui, j'ose dire, sort de sa bulle académique pour collaborer avec le secteur privé, avec d'autres institutions, avec les opérationnels. Oui, puisqu'il y a une partie même sensibilisation, là aussi on le verra par la suite, mais l'université, en gros, c'est de dire c'est un problème global qui a besoin d'une solution globale et il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table et essayent de parler ensemble pour y arriver. Et pour rebondir sur le thème problème global, réponse globale, j'aimerais que nous regardions une carte de la Méditerranée publiée cet été dans le quotidien Le Monde, fin juillet. Si on se posait encore la question du lien entre température record, changement climatique et risque incendie, là il est plutôt clair. Vous avez la carte ici, si vous voulez bien la commenter. Voilà, on retrouve les principaux points chauds. Alors on parle de Méditerranée comme hotspot. Voilà.
Ça, c'est certain. En une image, tout est dit. Oui, bien entendu. En fait, il y a un lien évident entre le fait qu'il y ait plus de feux et des feux plus importants et un changement climatique. On préfère parler de changement climatique. Oui. Alors, ces changements climatiques, on peut en parler, ils ont un impact. Il a un impact, ce changement climatique. Il est que la saison des feux dure plus longtemps et que, en fait, les zones que l'on voit ici en rouge vif ont tendance à s'élargir. C'est-à-dire qu'il y a des zones du territoire, là on voit la région méditerranéenne, mais il y a des régions même plus dans le nord qui jusqu'à présent n'étaient pas soumis à ces feux de forte puissance, c'est-à-dire des feux problématiques, et qui maintenant vont l'être. Donc oui, il y a un lien direct et évident entre feu intense et alors là, vous avez les températures, il y a la sécheresse, la quantité d'eau tombée, et ainsi de suite. C'est pas aussi, en fait, c'est pas si évident de lier un paramètre au fait qu'il y ait beaucoup plus de feu. Oui, on le verra, c'est beaucoup plus complexe. Et l'homme n'y est pas pour rien, bien au contraire. Cet été, la Terre s'est embrasée au Canada, à Hawaï. On peut citer également, comme on l'a vu sur la carte, la Sicile, la Grèce, la Croatie pour la Méditerranée. Ce sont des dizaines de milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Des milliers de personnes ont dû être déplacées. Et on voit que les feux se rapprochent de plus en plus des villes. Le feu était aux portes d'Athènes, par exemple, cet été. Est-ce que ces feux ont, si je puis dire, changé de nature? Oui, on dit qu'en fait, là, on le voit depuis une quinzaine d'années, on est face à un nouveau contexte, une nouvelle problématique avec ces fameux feux de forte puissance que certains appellent méga-feux, d'autres feux extrêmes. En fait, en gros, ce sont des feux qui dépassent une certaine intensité, une certaine puissance et où les moyens, que ce soit les moyens terrestres ou aériens, deviennent inefficaces, inefficients. Est-ce que le risque, c'est d'arriver à des feux d'une intensité si forte qu'ils soient complètement ingérables, incontrôlables, et que même les moyens techniques comme aériens et autres ne puissent rien faire? Malheureusement, c'est déjà le cas. Oui. En fait, et on les connaissait déjà depuis un moment. Ce qui pose problème, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus, et dans beaucoup plus d'endroits. Donc, si vous voulez, quand il n'y avait qu'un feu qui partait avec une forte puissance, bon, c'était sur un territoire donné. Et puis, à un moment donné, si vous avez une quantité de feu comme ça, déjà, les moyens ne peuvent pas y être. Et on ne peut plus... Maintenant, dans ce genre de feu de forte puissance, on ne cherche pas à les arrêter. On cherche à la rigueur à les contenir, à les amener vers des endroits où il y a moins d'habitation. Et on essaye de sauver ce qui a, on va dire, de l'importance. Donc ça peut être un endroit, un écosystème, ça peut être des vies humaines, ça peut être des bâtiments. Et l'autre problème que l'on a maintenant, c'est le fait que dans certaines zones où en fait il n'y avait que du maquis ou que de la forêt, eh ben, on a mis des habitations. Donc on a augmenté le risque incendie sur ces territoires. En fait, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est que le changement climatique augmente en fait le danger. Oui. Et notre comportement humain augmente le risque. C'est-à-dire sur un même territoire, si vous avez une partie du territoire où l'homme a un comportement, on va dire, correct, il va y avoir un certain niveau de risque. Et dans un autre territoire où on fait un peu n'importe quoi, le risque va être beaucoup plus élevé. Donc c'est à nous d'avoir des comportements en adéquation avec ce nouveau contexte. Oui, c'est ce que vous disiez. Le changement climatique n'est pas le seul facteur aggravant. Oh non, on sait maintenant qu'il y a 3 grands facteurs. Le changement climatique, c'est évident, vous l'avez montré, et il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire qu'il n'y est pas. Ensuite, vous avez le comportement humain. On voit bien, même en Corse, il y a eu des zones de certains territoires où il y avait une activité dans les temps avec du pastoralisme, de l'agriculture, c'est-à-dire un aménagement du territoire où il n'y avait pas beaucoup de combustible. Les gens sont partis, il y a eu l'exode. Sont partis, ont laissé ces territoires en friche, le combustible a augmenté, c'est-à-dire la végétation a augmenté, avec le changement climatique, il est devenu plus sec, et donc quand ça brûle, vous avez des feux de plus forte puissance ici. Et puis le troisième facteur, ce sont nos comportements. Dans le comportement, c'est comment on appréhende le territoire. On pénètre des territoires maintenant pour des activités qui n'étaient pas des activités ailleurs. Et l'autre dernier facteur, c'est que les gens qui sont partis, la plupart de ces zones rurales ne se sont pas mis dans les cités, à l'intérieur des cités, se sont mis en bordure des cités, dans ce qu'on appelle les forêts, les interfaces forêt-habitat. Et là, on a un gros problème, c'est ce qui se passe en Californie, où c'est un peu ce qui se passe si vous prenez autour d'Ajaccio avec les cités AFA, Basté, Catch, ou ainsi de suite. Là, on crée le risque. Voilà, où il y a un véritable risque. Dans quelle mesure l'échange de bonnes pratiques, la mutualisation des moyens, l'entraide en Méditerranée et en Europe
plus largement et une grande coopération peuvent faire la différence en matière d'incendie? Je crois que là, on va y être obligé. Oui. C'est même pas un souhait, c'est-à-dire qu'on va être obligé. Vous avez montré la carte et vous avez vu en fait que les zones, j'ai dit que les zones augmentaient, le nombre de feux augmente et les zones augmentent, donc et que ces feux étaient vite incontrôlables. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on aille voir chez les voisins ce qu'ils font et ce qu'ils font bien. C'est ça ce que ça on appelle les bonnes pratiques. Et ensuite, on va être obligé de les adapter à tous les territoires. Et puis la mise en commun sur, par exemple, la zone méditerranéenne des moyens, ça paraît évident. En vol, par exemple, quand vous avez un Canadair ou un moyen aérien de lutter contre le feu, et pourquoi il resterait qu'en Corse ou qu'en France, sur le continent, lorsque vous avez des problèmes en Sardaigne, en Italie ou même en Algérie. Bien sûr. Voilà. Est-ce que cette coopération est facile en Méditerranée ou en tout cas dans le sud de l'Europe? On voit quand il se passe des catastrophes naturelles, on l'a vu encore là récemment au Maroc, combien l'élan de solidarité peut être parfois freiné pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce n'est pas à nous d'en juger, mais est-ce que, par exemple, quand des catastrophes naturelles comme les incendies se propagent à une très forte intensité, à une très forte vitesse, est-ce que l'État est plus ouvert à recevoir de l'aide extérieure? Alors là, il y a eu un événement catastrophique et on va essayer de faire en sorte de pallier. C'est-à-dire que ça, on peut le préparer en amont. Oui. Et c'est vrai que du moment qu'on n'a pas préparé en amont, il est très délicat dans le feu de l'action de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on doit mettre en place des discussions bien en amont. Mais si la question est-ce que c'est facile, rien n'est facile lorsqu'on met de l'humain. L'humain, parce qu'il y a des problèmes politiques, des strates, des précarés, des domaines où on ne veut pas aller. Mais par contre, ça commence à bouger. Ça, c'est sur la lutte. Après, on peut se poser la question, c'est de dire, on va faire en sorte qu'il y ait moins de feux de forte intensité et que quand il y a un feu... Et la sensibilisation. Exactement. Et là, l'aménagement du territoire joue un rôle majeur. Par exemple, ce qu'on fait en Corse avec nos services de la CDC ou l'ONF, avec l'ESA, les zones d'appui à la lutte, les brûlages en hiver pour enlever le combustible dans des zones non accessibles. Voilà, c'est tout ça. C'est une politique globale. C'est aussi prendre en compte que le tourisme de masse, ça peut être... c'est peut-être à faire, mais il faut prendre en compte le risque incendie là-dedans. On le voit quand on est obligé de fermer certains territoires et ainsi de suite. Donc voilà, il faut mettre tout le monde autour d'une table, prendre en compte l'aspect économique, risque incendie, aménagement du territoire. Donc est-ce que c'est facile? Je crois que là, je viens de répondre non. Non, c'est pas facile. Mais on va le faire. Mais je crois savoir que l'Université de Corse a trouvé au Liban un partenaire privilégié. Oui, en fait, c'est un peu comme vous venez de le dire, on a développé des partenariats avec ceux qu'on avait un peu sous la main et qui avaient à peu près les mêmes problématiques que nous. Donc oui, on travaille avec... Dans un premier temps, c'était l'université libanaise du Liban, par l'intermédiaire du professeur Gilbert Akari. Et maintenant, on travaille avec l'université américaine du Liban, puisqu'il a été muté là-bas. Et oui, ils ont exactement la même problématique que nous. En plus, ce qui se passe, c'est que même, on parlait de la mentalité méditerranéenne. Alors, toutes les populations autour de la Méditerranée ont on va dire, un fil commun, mais avec les Libanais, je peux vous dire qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de similitudes en tant que Corse. Donc on a trouvé un copier-coller. Oui, on travaille avec eux et on travaille sur le projet Goliath. C'est un des partenaires, des partenaires scientifiques du projet Goliath. Alors Jean-Louis Rossi, vous l'avez dit, pour lutter efficacement contre les incendies, 2 éléments sont essentiels, l'écoute des décideurs et les moyens d'action accordés à cette lutte. On se penche sur ces différents aspects à travers votre mission au sein de l'UNDRR, c'est notre Zoom de la semaine. Alors Jean-Louis Ross, dans un premier temps, peut-être pouvez-vous nous présenter ce bureau des affaires spéciales de l'ONU quand même. C'est chic quand même. Oui, ça en jette. Quand même, oui, l'Université de Corse à l'ONU quand même. Moi, je suis très fier. Pas pour moi, mais pour l'université. C'est quand même l'Université de Corse. Je disais en introduction qu'on a conscience de ce qu'on amène ou ce qu'on peut amener. Bon, ça c'est individuellement, mais l'Université de Corse, il y a très peu de temps, quand on allait dans des conférences ou ainsi de suite, certains ne savaient même pas où on était placé. Maintenant, on le sait. Et,
Bon, il y a le feu, il y a d'autres choses. Domaines. Et c'est une fierté pour la Corse. Quand il y a des choses qui se passent bien, il faut le mettre en avant. Donc, bien oui, sûr. on est fiers. Oui, donc, alors, ce bureau. Alors, ce fameux bureau, il y a de ça, en 2018, l'ONU décide l'UNDRR décide de mettre en place une commission qui s'appelle ISTAG, par grandes régions du globe. Alors, vous avez l'Afrique, vous avez effectivement l'Europe, l'Asie centrale, de mettre dans une commission 20 et quelques, on va dire, experts, pas forcément des universitaires. Hein. D'ailleurs, je pense que nous devons être 2 ou 3. Et sur les 23 ou 24, parce que ça varie un peu, il y en a une vingtaine qui sont désignés par les États membres. Donc la France a envoyé son délégué. Je suis pas le délégué de l'État français. Je suis, en fait, ils ont eu du nez. En 2018, ils ont dit on va mettre juste sur l'Europe un expert thématique sur le feu. Et donc j'ai présenté ma candidature. Et votre mission consiste en quoi exactement? Alors la mission, elle est assez large. On travaille sur tous les risques. Bon, on a eu du boulot avec, oui, je m'en doute. Avec la pandémie. Oui. D'ailleurs, quand on reçoit les informations dans ce genre de groupe par rapport à la population, et quand on voit que les gens ne le prennent pas en compte, on se dit que quand même, ça serait bien qu'ils soient informés. Voilà, c'est juste ça. Et donc ça consiste à prendre certains thèmes, certaines problématiques et faire des expertises. Donc la première expertise, elle a été sur l'utilisation des datas, des données dans le risque incendie. Ça, c'était la première chose. Et puis après, l'UNDRR m'a missionné pour être le coordinateur en 2020 d'un grand chantier sur le nouveau contexte, le risque incendie et ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur l'Europe et l'Asie centrale. Rapport qui a été plébiscité par l'UNDRR, qui a été envoyé à tous les États membres et qui maintenant, en fait, les grandes lignes, vous parliez des bonnes pratiques. Fait référence. C'est un rapport de référence. Exactement. Et on va rester en Europe, puisque la coopération, là encore, est de mise. Vous intervenez auprès de l'Union européenne. Vous avez été consulté, en fait, pour la politique des forêts, de la forêt ? Oui, c'est-à-dire que alors cette commission, l'UNDRR, travaille main dans la main avec la Commission européenne. Il y a on va dire il y a des passerelles et donc quand l'Union européenne ou la Commission européenne, là c'était la Commission européenne, a besoin d'experts sur certaines thématiques, demande à l'UNDRR s'ils en ont pas sous la main. Et sur les forêts, ils ont demandé à ce que j'amène une contribution. Alors je l'ai pas fait seul. Hein. Je suis allé chercher par exemple quelqu'un comme Gilles Planel qui est à l'ONF et qui m'a aidé à le faire. Et voilà, là aussi c'est une fierté, c'est-à-dire qu'on a des petites pépites en Corse. Et je tiens à le dire, surtout chez les opérationnels et sur le risque incendie, on n'a pas à rougir, loin de là, quand on fait le tour du monde de ce que l'on fait ici. C'est pas pour rien, on va le dire, on touche du bois, c'est pas pour rien que la Corse est quand même l'îlot vert et épargné au niveau des incendies depuis des années. J'espère que ça continue comme ça. Mais il faut tirer quand même un grand coup de chapeau à nos opérationnels. Et l'actualité veut que vous ouvriez le prochain rapport du GAR pour Global Assessment Report. Vous en avez rédigé le premier chapitre. Vous ouvrez la danse, le bal. Ça aussi, c'est une grande fierté. Alors expliquez-nous ce rapport. En fait, l'ONU fait tous les 2 ans un ouvrage de référence sur les risques où il y a des chapitres et des annexes. Alors, on avait déjà rédigé un petit quelque chose dans les annexes, dans le Global, c'est mondial, et après, vous avez le Regional, c'est-à-dire c'est l'Europe, Asie centrale, et on avait été dans le rare. Et là, ils nous ont dit, au vu du travail que vous avez fait, l'ISTAG, j'étais pas seul, avec l'ISTAG sur l'équipe, puis élargi avec le professeur Morvan, avec le professeur Gilbert Akari, avec Albert Simeone maintenant qui est à Boston. Voilà, on est allé chercher, on a fait avec des Allemands, des Croates, et ils nous ont dit, essayez de nous faire le premier chapitre du global et on verra si ça passera. En fin de compte, ils l'ont pris, ils l'ont gardé et ils ont imposé à tous les autres chapitres d'avoir la même structure que le nôtre. Donc là aussi, on est très fiers. Vous pouvez l'être. Jean-Louis Ross, êtes-vous, j'ose le mot, optimiste pour la suite parce qu'au-delà de l'aspect environnemental, les enjeux relèvent de l'aménagement du territoire, on l'a vu, des flux de population également, de nos modes de consommation. Est-ce que les décideurs sont prêts à jouer le jeu? Est-ce que la population est prête à jouer le jeu? Qu'en pensez-vous?
Oui, franchement. Alors, franchement, oui. Je vais pas faire une réponse pour vous faire plaisir parce qu'on est à la télé. En plus, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai pas trop la langue de bois, donc je pourrais dire le contraire aisément. Non, non, vous avez qu'à voir rien qu'au niveau, alors plusieurs échelons. Par exemple, au niveau local, vous avez Nadine Nivadjon, par exemple, qui a fait la commission à la CDNAT avec la prise en compte du risque feu. Il y a eu un rapport présenté à la CDC en essayant de mettre en avant les points forts et les points faibles, la future politique, ça c'est au niveau global. Vous avez par exemple, au niveau même de la CDC, une commission, une prise en compte du risque avec le Baldassar qui vient et qui va mettre ça en place. Oui. Vous avez au niveau national, en octobre 2021, eu la journée qui était de la thématique sur les risques incendie à Paris. Et puis au niveau global, on va dire mondial, vous voyez bien que quand l'ONU ou la FAO prennent en compte le risque incendie, ça va faire bouger les choses. Alors après, est-ce que ça va être... Il y a toujours un temps de latence entre le fait d'être averti et le temps de prendre des décisions adéquates. Et selon vous, quel sera le prochain grand défi pour l'homme face au feu? Je pense que le plus grand défi, ça va être d'apprendre à vivre avec ce risque. Et le plus grand danger, c'est de penser qu'on va pouvoir ne pas vivre avec. Parce que même si on a des bonnes pratiques, il sera toujours là. Oui. Voilà. Bon. C'est l'heure de passer à la bande originale, Jean-Louis Rossi. On continue notre voyage en Méditerranée grâce à vous et grâce à Kant. Vous avez choisi le titre Viaggi, extrait de l'album Sintinedi. En quelques mots, pourquoi cette chanson mythique? Plusieurs raisons. La première, c'est par rapport à Cantopopolo-Gurtz, qui est pour moi et ma génération comme un groupe mythique. La deuxième, c'est par rapport à un homme qui était dans ce groupe, qui est Natale Luciani, et là aussi qui a marqué une génération. Et puis cette chanson, elle est merveilleuse. Oui. C'est l'âme des Corses, c'est-à-dire que le Corse, il est excessivement ouvert, il aime voir les autres partager, mais et aradigata azotar, voilà, c'est être fier de ce qu'on est, mais être open. Jean-Louis Rossi, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. On compte sur vous et vos recherches pour nous donner les outils de la protection de notre environnement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Steel ou en replay sur France.tv. Salut! Siamo sempre felici